Et voilà, et tout le monde n'a pas envie qu'on le délivre. Donc, on va aborder un sujet qui nous passionne, qui est très important pour l'être humain, parce que on va aller sur la continuité de l'après-vie. Et en fait, beaucoup de gens ont peur de la mort. Et le but de cette vidéo, c'est aussi de dépasser un peu ça et de se rendre compte que la mort n'est pas une fin. Non, la mort fait partie de la vie. Donc, c'est quelque chose de naturel et il faut vraiment apprendre à l'appréhender en toute sérénité. Et pour ça, c'est bien de la connaître et de connaître ce qui va se passer de l'autre côté aussi. Et c'est justement ce qu'on va voir ce soir. On va voir la transition ce soir. Alors, on vous demande à tous de couper vos micros, parce qu'on entend du bruit. Se connecte, je peux rien faire. Ok. Alors, pendant ce Zoom, on connaît quasiment tous les participants, mais après, la vidéo va sur YouTube, et là, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, on va présenter, pas forcément nous, parce que vous pouvez avoir toutes les informations sur nous, sur notre site internet, Énergie Soins Perception, ou sur La chaîne la chaîne YouTube. YouTube. Mais on va quand même vous dire comment on reçoit les informations que l'on va vous partager. C'est pas du tout une compulsion de bouquin qu'on aurait fait sur l'après-vie. C'est des informations qui viennent directement de notre expérience, donc des expériences directes qu'on fait soit par expansion de conscience, en rentrant dans des états modifiés de conscience, en allant explorer ce qui se passe de l'autre côté, soit par questionnement. Et dans ce cas-là, on reçoit des informations sous forme intuitive ou visuel. Ou sous forme de channeling aussi, puisque moi, je suis toujours en connexion, en tout cas, avec des guides qui me racontent des choses. Et puis, il faut savoir que malheureusement, on a perdu notre mère cette année, fin mars, et que l'avantage de cette situation, on va dire, c'est que on a suivi son élévation, on a suivi sa transition pas à pas. Et grâce à cette expérience, à ce vécu de l'après-vie que fait notre mère, on a des informations directes sur ce qui se passe. Voilà, donc c'est la compulsion de toutes ces informations qu'on va vous rapporter pour essayer de détailler qu'est-ce qui se passe une fois le dernier souffle passé. Okay. Alors, on démarre ? On démarre. Donc la dernière fois, on avait vu ce qui se passait juste avant le décès. C'est-à-dire un petit peu comment bien se préparer à passer. Donc, on avait vu qu'il fallait mettre ses affaires en ordre, on avait vu notamment tout ce qui peut nous retenir sur Terre, de le régler, que rien nous retienne une fois qu'on est décédé, de parler avec ses proches, de leur dire que la vie va continuer de l'autre côté, qu'on ne les abandonne pas, que l'amour dure toujours. Simplement, on change de forme. Qu'est-ce qu'on avait vu encore ? L'intérêt de justement travailler les états modifiés de conscience pour aller un petit peu appréhender cette après-vie, pour ne pas en avoir peur. De le faire avec la personne aussi qui va bientôt mourir, en fait, l'accompagner, l'aider à faire des incursions conscientes de l'autre côté, et notamment de rencontrer les personnes qui viennent, alors les personnes qui sont déjà passées de l'autre côté, souvent un proche qui va venir pour l'accueillir au moment où elle va décéder, et plus les guides, voilà. Mais enfin, tout ça est dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis donc aujourd'hui, ça va être vraiment qu'est-ce qui se passe une fois le dernier souffle rendu jusqu'à, on va dire, la lumière au bout du tunnel. Ouais, voilà. C'est ça, jusqu'à la plateforme où il y a cette fameuse porte. Donc ça va être notre orientation de ce soir, sachant qu'on va vous faire une suite, puisque ça vous a beaucoup plu, qui sera plus l'étude de vraiment cet endroit après la lumière au bout du tunnel, qu'est-ce qui se passe ?
Donc ça sera la prochaine vidéo. Ce soir, c'est cette espèce de transition. C'est le trajet. Le trajet. C'est le trajet et on va le faire, on va le découper comme la première vidéo, c'est-à-dire qu'on va voir comment s'y préparer soi et aussi comment accompagner quelqu'un, accompagner un proche qui serait décédé et comment vous pouvez l'aider, vous, pour effectuer le trajet au mieux possible. Voilà, ça va être notre angle d'approche pour ce soir. Tout à fait. Alors, on va commencer par les étapes. Qu'est-ce qui se passe vraiment qu'est-ce qui se passe juste après votre dernier souffle? On va regarder les différentes étapes. Alors, moi, je voudrais commencer par les 10 dernières secondes avant le décès, puisque c'est une expérience que j'ai moi-même revécue, donc en visualisant, en fait, en recevant tout un tas de vies antérieures qui me sont arrivées en bloc. Et en fait, à chaque fois, ces vies étaient moyennement intéressantes. C'était pas des vies grandioses, hein, j'étais pas pharaon ou quoi que ce soit. Et par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois, on me montrait peut-être sur une quinzaine de vies qui se sont enchaînées très très vite. J'avais toujours un ralenti sur le moment juste avant de mourir, les 10 secondes précédant la mort, où là, en fait, c'est comme si juste avant de mourir, on a un éclat de conscience et on prend du recul sur notre vie et là, on voit si on a donné du sens à notre vie ou non. Et moi, je sais que personnellement, ma réflexion, c'était à chaque fois, c'était qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et je me disais en quelques secondes, c'était très rapide, je revoyais, je me disais, mais j'ai tout bien fait, j'ai été un bon mari ou une bonne épouse, une bonne mère, j'ai bien travaillé, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et pourtant, à chaque fois, je trouvais que ça manquait de sens. À chaque fois, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que je me disais, à chaque fois, je fais la même chose. Et je me reproduis, et je mange, et j'ai une activité sociale, mais il me manquait quelque chose. Et en fait, du coup, cette phase, il est fort probable que chacun la revive juste avant de mourir. En fait, un bilan sur le sens de sa vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire avant. Oui. Ah ouais, c'est important parce que la question du sens de votre vie, si vous voulez, si l'emploi que vous avez n'a pas de sens pour vous, si les relations que vous entretenez avec votre famille, c'est wow, c'est comme ça, ou vos amis sont pas plus enrichissantes que ça, eh bien il y a de fortes chances pour que votre vie manque de sens. Puis bien sûr vos activités extérieures. Donc mettez vraiment du sens à votre vie puisque c'est la seule chose qui va vraiment compter quand vous allez partir. Voilà. Puis en plus, on verra plus tard, mais ça va conditionner votre prochaine incarnation. Donc, voilà. Allez, on a fait les 10 secondes, maintenant c'est le grand saut. Donc, c'est ce second souffle, Ouais. en plus. C'est ce qui va se passer au moment où vous quittez votre corps, donc votre cœur s'arrête. Et là, généralement, quand notre cœur s'arrête, c'est que le corps est en bout de souffle, il est en bout de course. Et justement, il se passe exactement l'effet inverse. Quand vous quittez ce corps, c'est comme si vous preniez une immense inspiration. En fait, on se libère de ce qui est devenu une prison parce que si on meurt, c'est que tout commence à mal fonctionner à l'intérieur. Et du coup, le fait de sortir, c'est vraiment un sentiment de libération très profonde, de liberté en fait. On a cette espèce de mouvement d'expansion et cette grande inspiration qui arrive. D'ailleurs, là, tu parlais un peu de maladie quand tu dis les organes commencent à moins bien fonctionner. Ouais. Mais en cas d'accident, il me semble que tu as revécu des vies aussi où tu avais des morts accidentelles, non? Parce que je sais plus, je crois que c'était suite à une discussion qu'on avait eue ensemble. Ouais. On parlait de la peur qu'on peut avoir de souffrir lors d'un accident. Et a priori, on ne ressent pas la douleur physique à ce moment-là. C'est comme si on sortait de son corps avant l'impact. Ouais. Je crois que c'était toi qui avais vécu ça. Non, non. Non, ça ne doit pas être moi. En tout cas, on a eu une grosse discussion un jour là-dessus. Peut-être Clément. Je sais qu'on avait eu une grosse discussion là-dessus parce que moi, j'ai pas peur de la mort. Mais Clément, c'est l'autre frère. Voilà. Oui, oui. Vous n'avez pas fait le tour de la famille.
Et je sais que moi, j'avais un peu, j'ai pas du tout peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir comme beaucoup. Bah oui, Et on a tous peur de la souffrance, hein, c'est voilà. normal. Et j'avais peur je me dis, mourir dans un accident, ça doit être une souffrance atroce. Et en tout cas, du coup, je ne sais plus avec qui j'avais discuté, mais la personne avait revécu des morts accidentelles. Et elle m'avait dit, on ne ressent rien parce que Tu sors on avant. sort de son corps Mmh. avant Un l'accident. peu comme une dissociation finalement. C'est ça. Mmh. Donc moi, je l'ai pas, j'ai pas directement fait cette expérience, mais je sais que j'ai parlé avec quelqu'un qui l'avait fait. Donc si c'est pas toi, c'est peut-être Clément. En tout cas, je racontais le passage, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà, mais quand notre mère justement est décédée, je me trouvais avec elle. C'était chez elle, dans sa chambre, et je me tenais à côté d'elle au moment où elle a cessé elle a rendu son dernier souffle. Et du coup, j'étais avec elle depuis une dizaine de minutes, et elle était inconsciente. Et, euh, et j'étais, du coup, comme elle était inconsciente, je m'étais mis en relation avec elle, vous savez, comment on appelle ça? En En résonance, résonance, ouais. En écoute, comme je sais pas, donnez le mot que vous voulez. en fusion. C'est quand votre énergie fusionne avec l'énergie de l'autre personne et vous percevez du coup ce qu'elle perçoit, vous ressentez ce qu'elle ressent. Et étant donné qu'elle était inconsciente, ben, j'étais en relation comme ça avec elle et je sentais du coup ce qu'elle ressentait. Et ce qui m'a marqué, c'est que à un moment, donc l'infirmière était là aussi, et à un moment, comment sa respiration devenait de plus en plus, il y avait des apnées de plus en plus longues, et tout à coup, une apnée très longue. Et là, en fait, eh ben, j'ai ressenti une joie intense. Donc moi, je m'apprêtais à, à être touché, à pleurer. En fait, j'étais toujours calé sur elle, sur son énergie, sur son émotion. Et ce qui m'a traversé, c'est une vague de joie, un sentiment de libération. Mmh. Et après, elle nous a dit, mais si j'avais su que c'était aussi bien, je serais parti plus tôt. Et du coup, en fait, je n'ai même pas pu pleurer parce que ce que je ressentais à ce moment-là, c'était pas une perte, c'était de la joie. C'était sa joie, elle. Mmh. Sa libération, son bonheur, voilà, d'être sorti de ce Ouais. Et corps. moi, j'étais pas là à ce moment-là. J'étais partie me promener avec Laureline. Et quand je suis revenue, donc Nicolas m'annonce le décès de maman. Donc j'étais forcément, on est très touchés. Et Nicolas me dit, mais relie-toi à elle, relie-toi à elle. Donc, je sais pas si on l'a dit en début de vidéo, mais voilà, donc on a ces capacités médiumniques. Donc, tout de suite, je me suis reliée à elle et j'ai senti de la joie, de la joie, de la joie. Et du coup, ça m'a pas empêché de pleurer par la suite, mais sur le moment, ça m'a réchauffé le cœur parce que je me suis dit, oh, ça y est, elle est libérée de son emprisonnement physique de son corps, puisque à ce moment-là, elle pouvait plus marcher, elle pouvait à peine se tourner dans son lit toute seule. Donc, elle était Elle était tellement très heureuse. souffrante, ouais. Et du coup, elle virevoltait dans tous les sens. On a l'impression qu'elle expérimentait le vol. Vous voyez ce qu'on C'était peut... les montagnes russes. Autant vous dire que lorsque vous calez sur quelqu'un qui fait les montagnes russes, ça remonte un peu au niveau du cœur. C'est pas très agréable. C'est comme quelqu'un qui découvrirait le voyage astral et tout à coup il dit je suis libre. Voilà. Ça fait ça. des mois que le corps est lourd et en fait tout à coup c'est la liberté et c'est vrai que Comme si vous avez déjà fait, si vous n'avez pas fait de voyage astral en conscience, si vous avez déjà rêvé que vous voliez la nuit, et ben c'est voilà, la même excitation, la même liberté. Donc reprenons là où on en Voilà, était, mais sur on est différentes toujours, étapes. on est toujours sur les étapes. Donc juste après, Là, c'est la première. juste après la mort, donc vous avez cette libération corporelle et vous êtes très proche du corps physique, c'est-à-dire que on est vraiment géographiquement localisé autour du corps physique. Donc la personne se rend compte qu'elle est libre et reste souvent dans la pièce, en fait, un certain temps dans la pièce, dans la maison. Elle reste très proche de son corps physique pendant au moins quelques heures. ouais, ouais. Elle s'habitue à je trouve pas le mot, son nouveau corps, on va dire, si elle a conscience d'être décédée, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, si on part du principe que c'est vous qui rendez votre dernier souffle, donc vous aurez conscience de ça, de cette nouvelle vie qui s'offre à vous, de cette liberté, de ce fameux voyage. Par contre, vous resterez encore assez dense pour pouvoir justement vous faire sentir auprès de vos proches, qui eux, pour le coup, sont dans la tristesse et la souffrance. Dans les heures qui suivent comme ça le décès d'un proche, eh bien, la personne, on peut très facilement sentir sa présence. Vraiment, elle est très palpable.
très dense. Très dense, ouais. C'est-à-dire qu'elle a encore quasiment tous ses corps, à part son corps physique. Elle a une grande partie de ses corps. Ses corps énergétiques. Ses corps énergétiques. Il faut savoir que quand vous passez, vous avez donc cette sensation de liberté, mais vous n'êtes pas tout seul de l'autre côté. En général, il y a quelqu'un qui a été délégué comme guide pour venir vous accueillir. C'est en général quelqu'un de proche, de très proche de vous, qui est déjà décédé. Donc ça peut être votre grand-mère, votre grand-père, votre frère, votre sœur, votre mère, votre père. Et il est en général déjà apparu avant le décès, notamment quand c'est pas une mort, un accident, une mort violente, que la personne a été préparée à son décès, c'est-à-dire préparée par l'invisible surtout. Elle va avoir des contacts répétés et prolongée avec cette personne-là. Cette personne vient avant pour la préparer déjà à la suite. Et c'est elle qui l'attend directement Ouais, et elle se manifeste, hein, c'est-à-dire que on sent sa présence. On sent vraiment sa présence. Nous, je sais pas combien de temps elle est venue avant. Une bonne semaine. Une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine avant. C'était la mère de notre mère qui est venue et on sentait sa présence et notre mère la sentait aussi. Alors qu'elle n'avait... autant nous, on évolue dans le milieu des perceptions extrasensorielles, autant elle, absolument pas. Et pourtant, elle sentait la présence de sa mère. Et c'est aussi pour ça, on l'a vu la dernière fois, cette dernière vidéo, que la personne mourante dort beaucoup. Et elle passe beaucoup de temps de l'autre côté, même si elle n'est pas décédée. Elle prépare, en fait, elle s'accoutume à autre chose. Donc, cette personne, votre proche, va venir vous chercher et du coup se pose un petit peu comme guide de l'après-vie pour vous aider, pour vous accueillir et vous aider. Et on va dire qu'elle descend. Elle descend vers la personne qui vient de mourir. C'est-à-dire qu'elle l'attend pas sur un plan très haut. Elle essaye de descendre, d'aller à la rencontre de la personne qui vient de décéder. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et comment elle se manifeste, cette personne? Ça aussi, c'est intéressant parce que... C'est pas une question qui nous avait été posée, ça? Ouais, complètement. Oui, on nous avait demandé, il me semble, c'est quelqu'un qui s'interrogeait pour savoir comment se manifestaient à nous les défunts, à savoir, est-ce qu'ils ont toujours une apparence physique? Est-ce qu'on peut les reconnaître ou est-ce qu'ils sont devenus pure énergie? Et en fait, il s'avère que nos proches conservent une apparence physique. Hein. Ce ne sont pas des anges ou des archanges. Et du coup, en fait, ils vont adopter l'apparence physique qu'ils préfèrent et qui souvent est reliée à une période de leur vie où ils se sentaient extrêmement bien, de leur vie qui s'est déjà écoulée en fait. Et du coup, on peut retrouver par exemple sa mère, mais notre mère, elle va avoir l'air d'avoir 25 ans. Mais par contre, alors, on la reconnaît malgré tout physiquement, mais ce qu'on reconnaît en premier, c'est sa signature énergétique. C'est vous savez, la présence que dégage un proche quand il est à votre côté. Vous pouvez pas confondre deux personnes. Ouais. Vous avez un rayonnement différent et ça ne trompe pas. La manière de s'adresser à vous, elle va vous reprendre des expressions qu'elle utilisait de son vivant. Si elle vous donnait des petits mots doux, elle vous donnera encore ces petits mots-là. Vous n'aurez pas de doute sur la personne qui viendra vous accueillir. La reconnaissance, elle est immédiate. Mais vous ne verrez pas des colonnes de lumière. Parce que c'était la question qui nous était posée. Comment reconnaître entre une colonne de lumière et une autre qui sait Quand on voit des êtres sous forme de colonnes de lumière, c'est souvent des êtres qui n'ont pas eu d'incarnation, des anges, des archanges. Et encore, ils vont parfois prendre une apparence plus humanoïde, plus humaine pour ne pas nous effrayer ou pour coller à nos croyances aussi. Voilà, pour répondre à ce qu'on attend. Donc là, vous allez vraiment voir, vous allez reconnaître la personne, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, le proche, il peut y avoir aussi des guides qui sont présents. À ce moment-là, ce sera vraiment des personnages lumineux qui seront présents à vos côtés. Donc, pour le coup, il y a des anges et des archanges qui sont responsables de la transition des âmes, qui vont vous aider à faire ce passage. Mais eux, souvent, ils sont quand même un petit peu plus élevés, un petit peu plus hauts. Il y a des chances que vous ne les voyez pas dès votre décès, mais plutôt plus tard quand vous allez commencer votre ascension.
Alors, on continue. Donc, qu'est-ce que vous venez de décéder, enfin, je ne le souhaite pas, mais imaginons que vous venez de décéder, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez sûrement, comme notre mère, vous dire « Waouh, je vole, c'est génial !» Et puis, il y a un moment, vous allez tout de suite avoir envie de rassurer les personnes qui sont autour de vous, qui sont en train de vous pleurer. Donc, vous allez, d'une manière ou d'une autre, essayer de leur dire que tout va bien, que tout se passe bien, que vous êtes vivant, que c'est extraordinaire, que c'est pas la mort, mais c'est une autre vie qui commence. Et du coup, ça va durer un certain temps puisque il y a beaucoup de gens à rassurer. Il y a les proches qui ont assisté ou pas au décès, et puis il y a vos amis un petit peu plus éloignés, mais qui sont importants pour vous. Et du coup, cette période de fait de vouloir rassurer les gens comme ça, de leur dire que vous allez bien, va durer quelques temps. Et en général, on a remarqué que c'est très présent jusqu'à l'enterrement, au moins. Ouais. Et sachez que voilà, vous allez assister, en fait, vos proches vont se réunir pour vous et vous allez être présent avec vos proches. Donc, s'il y a l'enterrement, bien sûr, vous y serez, vous y assisterez à votre enterrement. Donc, c'est important que l'enterrement soit fait selon ce que vous auriez aimé avoir. Et puis, si vous faites s'il y a une cérémonie d'organiser ensuite ou un repas, un buffet, quelque chose comme ça où les proches se retrouvent, eh bien, vous serez présent aussi auprès d'eux. Donc, c'est aussi important. En fait, on se rend pas compte, mais vous êtes décédé, mais en fait, vous êtes encore aux petits soins pour vos proches. Et du coup, c'est important que la réception soit bien, que vous sentiez que vos proches sont heureux de se retrouver, se recueillir autour pour vous, en fait. Hein. C'est votre dernier cadeau que vous leur faites. Ouais. En tout cas, vous l'avez peut-être déjà vécu quand on se retrouve à un enterrement dans une église ou autre. Hein, on peut sentir un moment vraiment la personne venir nous rassurer. C'est-à-dire alors qu'on est en pleine catharsis émotionnelle, que tout le monde pleure dans l'assemblée, tout d'un coup, on peut sentir vraiment la personne te dire « T'inquiète pas, je vais bien, tout va bien ». Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir lors des cérémonies funéraires. Et elle peut se manifester par l'émotion, c'est ce qui est le plus fréquent. Mais elle peut aussi vous toucher. Vous pouvez sentir un effleurement. Vous savez, c'est là, après la mort, c'est là où on parle traditionnellement des pendules qui s'arrêtent ou de phénomènes électromagnétiques ou un objet qui tombe. Un cadre avec sa photo qui va tomber. En fait, elle possède, comme on vous a dit, là, elle vient de mourir. En fait, elle possède encore la quasi-totalité de ses corps énergétiques. Et vous savez, de la même manière qu'on peut sentir de l'énergie très dense entre les mains, eh bien, on peut avoir suffisamment d'impulsion pour manipuler la matière. Et vous pouvez apparaître aussi dans les rêves. Ça, c'est très courant. Ouais. Ah ouais, très, très courant. Et il y a autre chose aussi, c'est que parfois, nos proches ne reçoivent pas nos messages. On les touche, ils ne nous sentent pas parce qu'ils sont tellement tristes qu'on n'arrive pas à interagir avec eux, ils sont plongés dans leur tristesse. Et du coup, là, vous allez percevoir s'il y a d'autres membres de la famille qui ont des capacités de perception qui seront plus aptes à recevoir vos contacts et vos messages. Et c'est comme ça que on rencontre, nous, des fois des personnes qui nous disent « c'est bizarre, j'ai mon oncle qui est décédé, j'étais pas très proche de lui et pourtant il m'est apparu en rêve et il m'a donné des messages pour le reste de la famille. » Parce que simplement, l'oncle, il a vu qu'il y avait une porte ouverte, que là, cette personne était capable de recevoir son message, alors que les autres ne le pouvaient pas. Certainement parce qu'ils étaient plongés dans la tristesse. Bon, voilà. Donc après, il se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on est sur une question à choix multiples. Parce qu'il y a, comme souvent d'ailleurs. Ouais. Il y a plein de possibilités. Et c'est là où on se rend compte que finalement, la mort de chacun va être aussi différente que la vie de chacun et que vous pouvez faire de multiples choix. Donc, il y a donc soit la possibilité de monter rapidement, de prendre ce fameux tunnel. Alors, le tunnel, c'est une façon de représenter les choses, mais on peut vraiment voir un tunnel. Hein.
de prendre ce fameux tunnel et puis de monter directement tout en haut dans la lumière et se fondre dans cette lumière, enfin, y passer la porte. Et puis, pour beaucoup des personnes décédées, beaucoup de personnes vont traîner en chemin. En fait, vont se dire j'y vais pas. Donc on regardera ça tout à l'heure parce que ça concerne plus d'autres personnes que vous, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous êtes familier avec tout ce qui se passe sur l'après-vie. En tout cas, en la regardant, vous allez être familier et du coup vous allez avoir moins d'hésitation. C'est aussi l'intérêt de se documenter avant que ça nous arrive. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a 1001 raisons qui fait qu'on ne monte pas directement. En tout cas, oui. Non, moi, je voulais revenir sur le tunnel. Oui. Simplement pour dire que le tunnel, en fait, c'est simplement la traversée des différents plans de conscience. Donc, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous savez, les différents plans éthériques, astral, mental, causal. Et en fait, on part du plan terrestre et on monte jusque dans les plans spirituels, ou sur la plateforme de l'entre-deux-vie. Et du coup, la lumière qu'on voit, c'est dans ce plan spirituel où c'est la direction qu'on va atteindre. Et c'est beaucoup plus lumineux que dans les plans qu'on va traverser en chemin. Ouais. Donc, je disais que, alors on va dire pour résumer, mettons que vous ne soyez pas bloqué par quelque chose, parce qu'on verra après par quoi on peut être bloqué lors de sa montée. Vous avez le choix soit donc de monter directement, soit de quelque part vous mettre un petit peu au service de l'humanité ou au service de vos proches et de ne pas monter tout de suite parce que vous avez envie par exemple, d'aider vos enfants s'ils sont encore jeunes ou d'aider d'autres êtres humains dans leur transition. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré et qui était très beau. On a notamment rencontré un jour parce qu'on aide souvent donc les personnes qui sont décédées, qui sont un petit peu coincées dans je suis sortie de mon corps, mais je suis pas encore montée dans la lumière. On est beaucoup intervenu sur ça et on le fait encore régulièrement. Et un jour, on a rencontré un homme comme ça, c'était le père d'une de nos stagiaires. L'oncle d'une de nos stagiaires. Et donc, on lui dit, mais tu sais que tu peux monter à un endroit où tu seras mieux, où tu seras plus heureux, plutôt que en tout cas, que de cet état intermédiaire, tu peux monter plus haut. Et il nous a dit, oui, je sais, je suis au courant, mais moi, je suis là pour aider les autres personnes, justement, à transiter et passer un peu des états sombres dans lesquels peut plonger la mort quand on est apeuré, par exemple, à des états un peu plus lumineux. Pour leur permettre de faire le passage vers la lumière aussi. Voilà, et on voyait qu'après, si vous voulez, lui s'occupait un petit peu des énergies très denses et un peu de gens qui étaient très tristes ou qui avaient très peur. Et finalement, après, au-dessus, ils étaient pris en charge par des êtres lumineux comme des anges. C'est comme s'il allait les chercher, les agripper pour les aider à remonter un peu plus haut. Parce que c'est l'image qu'on avait, en fait. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on a parlé tout à l'heure des anges ou des guides de lumière qui peuvent aider à cette transition, mais en fait, on pourrait se demander pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on doit aider certaines personnes à transiter. C'est que les anges, en fait, ont du mal ils sont à une telle belle fréquence qu'ils ont du mal à descendre dans dans le marasme. Voilà, je voyais des couches sombres, dans les couches très sombres. Et il ne faut pas que l'être humain qui vient de décéder, il reste, parce que s'il reste trop longtemps dans ces couches sombres, il a du mal à voir un guide aussi lumineux qu'un ange, parce qu'il ne pourra pas descendre jusque-là. Et c'est là où les êtres vivants comme nous ou comme vous, on peut aider une âme à voir ses guides, à voir qu'il y a une autre possibilité que la tristesse et la peur. Ou, quand on est décédé, on peut aussi faire ce rôle-là. Et donc, on a rencontré ce monsieur qui faisait ça. Et puis, on a dit, mais c'est incroyable, c'est quand même très rare. Hein. Ça nous arrive qu'une fois, on dit, c'est incroyable, il a choisi de quelque part sacrifier sa mort, en tout cas un certain temps, pour aider à faire ce passage-là. Parce que c'est pas l'endroit le plus agréable où rester. Et lui, il était très heureux de faire ça. Et donc, on en parle à cette stagiaire, on dit, c'est marrant parce que ton oncle, il veut rester là parce qu'il aide les gens à transiter. Et elle m'a dit, ça m'étonne pas, de son vivant, il était pompier. Donc, il continuait. Voilà, il aimait sa vocation de l'autre côté. Il aimait aider les gens et du coup, il continue à le faire de l'autre côté. Et ça, c'est pour illustrer le fait que
on a de multiples possibilités, de multiples choix, en fait. Hein. Faut pas croire que parce qu'on vient de décéder, il faut absolument monter tout de suite dans la lumière. Et vous avez le choix. On a encore le libre arbitre. Donc après, on fait bien ce qu'on veut. Et puis, il y avait cette histoire dont tu me parles toujours, Nicolas, en Asie, où finalement, un peu à l'inverse de l'Occident, où chez nous, on essaye de faire monter les personnes décédées. Ah oui, nous, il y a une obsession chez les Occidentaux. Ouais, les Occidentaux, on dit tout le temps, ah, mais il n'est pas passé dans la lumière, il faut qu'il passe dans la lumière, quelqu'un vient de mourir, je vais le faire passer dans la lumière. Laissez-lui le temps, lui aussi, il faut qu'il fasse son deuil. Hein. Et du coup, en Asie, tu disais que on essayait de les garder le plus longtemps possible. Ouais, auprès de soi. C'est-à-dire, vous savez, pour ceux qui ont voyagé, ou celles ou ceux parmi vous qui ont voyagé en Asie, eh bien, vous voyez, souvent, quand ils vont prier leur mort, les Asiatiques vont brûler de l'encens, mais ils vont aussi mettre plein de la cuisine. Vous savez, ils vont mettre, allez, tiens, ça c'était son plat préféré, hop, ils lui préparent un petit peu. Ils mettent des cigarettes, ouais, ils les allument et puis ils mettent des cigarettes ou des coca. Ouais, des coca, de l'alcool, de la bière. Et puis une chose qu'on ne comprend pas du tout, nous, en tant qu'Occidentaux, c'est qu'une fois que la cérémonie est faite, ils ramassent tout et ils le mangent. Quoi ? Ouais. Ah bon ? Ouais. Ça, je savais pas. Si. Et alors, peut-être pas à chaque fois. Moi, j'en ai vu qui ramassaient après et mangeaient. Ouais. Et quand moi, j'étais choqué, je leur dis, alors c'est pour le défunt ou c'est pour vous ? Il faudrait savoir. Et ils me disent, non, c'est le défunt, il se nourrit des odeurs, de la vapeur, tout ça. Mais il va pas manger l'aliment. Donc, nous, on le mange après. Ah bah, moi, il n'y a pas de gâchis. Non. Et en fait, ils font ça pour, au contraire, garder leurs proches près d'eux. Ouais. Parce que ils estiment que les proches peuvent jouer un rôle dans leur vie sur Terre, les aider à avoir de la chance, les aider dans l'invisible, ils peuvent manigancer des choses à leur profit pour les aider à avoir une vie plus sympa. Voilà, donc, et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est que finalement, quand on perd en densité, c'est-à-dire quand on monte vers la lumière, on a de moins en moins d'interactions possibles avec la matière. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'effectivement, si on reste très dense, on peut faire bouger un objet et on peut sûrement faire d'autres choses. Je ne me suis pas penchée sur la question, mais il y a sûrement plein de choses, plein de manières d'aider un proche. Et quand on monte plus haut, il y a de moins en moins d'interactions possibles avec la matière et la terre. Plus vous allez monter haut, plus vous allez vous débarrasser aussi de vos corps denses. Oui, après, la difficulté pour ceux qui restent, ça va être de se mettre sur une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir vous contacter facilement. Voilà. Après, c'est autre chose. Ouais. Oui, parce que là, on a fini un petit peu la transition. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est, vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas parlé du bilan pour l'instant. Eh bien, parce que le bilan... vous parlez de l'accueil aussi qu'ils ont là-haut, avant le bilan. On parle de l'accueil ? Les deux, le bilan et l'accueil. Alors, je voudrais dire que le bilan, nous, dans les informations qu'on a reçues, puis dans ce qu'on a vu, puis en suivant notre mère aussi dans son évolution, vous savez, on parle du bilan de la vie qu'on va faire. Eh bien, en fait, il se fait une fois qu'on est arrivé sur le plan de l'entre-deux-vies. Donc, c'est-à-dire vraiment la fameuse lumière au bout du tunnel, quand on arrive à cet endroit-là, tout en haut. Et on vous en parlera un petit peu plus en détail, parce que c'est pas exactement le bilan que décrivent les personnes qui ont fait des NDE. Et en fait, il faut savoir que quand les personnes qui font des NDE et qui reviennent avec le souvenir de ce qui leur est arrivé, parlent tout le temps quasiment de revoir leur vie défiler, de comprendre des événements, et puis ils reviennent, ils sont transformés. Parce qu'en fait, eux, ils doivent recevoir en accéléré tout un tas d'informations sur leur vie on leur donne l'opportunité de changer de cap dans leur vie. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont ce bilan accéléré, alors que c'est pas ce qui apparaît dans le processus naturel une fois qu'on vient de décéder. Voilà. Et l'accueil ? L'accueil, c'est pour vous dire que donc on était sur ce fameux tunnel, c'est-à-dire que vous avez le choix de monter ou pas. Et si vous faites le choix de monter, donc comme on dit, le choix vous appartiendra, c'est à vous de le faire. À quelle vitesse vous voulez le faire, c'est votre vie, c'est votre mort. En tout cas, quand vous arrivez en haut, sachez que vous êtes super bien accueillis, que tous vos proches sont réunis. Autant il y en avait un tout à l'heure dont on a parlé qui est descendu spécialement, qui a été mandaté en fait pour descendre vers vous. Autant quand vous allez monter, vous allez retrouver tous les autres. D'accord ? C'est pas si facile pour quelqu'un de descendre. Voilà. Et du coup, tous les autres, ils vous attendent de l'autre côté. Et quand on voit une personne décédée qui
qui passent dans cette lumière, eh bien, on perçoit toujours un groupe entier de gens qui les accueillent. Donc, tous vos proches vous attendront de l'autre côté. Voilà. Et après, il y aura l'histoire du bilan, mais on reverra ça à la prochaine conférence où on verra vraiment ce qui se passe une fois qu'on est passé de l'autre côté. Et vous verrez qu'il y a un bilan à faire. On vous fera une visite guidée de ce qui se passe. De ce qu'on ne connaît pas tout. Hein. On n'a pas non plus passé des centaines d'heures à explorer de l'autre côté, mais on a vu pas mal de choses et on a regroupé nos informations. Ça, c'est l'avantage d'être 3. C'est que quand il y en a l'un d'entre nous qui perçoit quelque chose, eh bien, on ne dit pas tout aux autres pour qu'ils aillent voir et voir s'ils voient les mêmes choses que nous. Et du coup, on recoupe nos informations pour pouvoir vous affirmer des choses et vous dire que tout ce qu'on vous dit là est vrai. Après, il y a toujours notre part d'interprétation qui peut rentrer en ligne de compte, mais tout ce qu'on vous dit, on l'a vraiment vérifié. Alors, qu'est-ce qu'on avait voulu vous raconter d'autre ? Moi, j'aimerais bien qu'on parle des pièges qui nous empêchent de monter. Voilà, pourquoi il y a des personnes, pourquoi tout le monde ne prend pas ce grand tunnel là Donc, tu as déjà commencé à en parler en disant que des fois, on pouvait se trouver dans des zones trop sombres, trop denses, où finalement, les guides lumineux ne peuvent pas venir, et peut-être que nos proches aussi ne peuvent pas venir. Tout à fait. Donc ça, c'est important parce que quelque part, alors, si on peut prendre le temps pour monter, il n'y a pas de souci, on peut faire son deuil, on peut avoir besoin de temps pour dire au revoir, pour se détacher de la Terre et des gens qu'on aime sur Terre. Ça, c'est normal. Oui, on peut choisir de passer 1 an ou 2, trop loin, parce qu'on veut rester, si notre conjoint peut-être est resté sur Terre, et du coup, nous, on veut rester proche d'elle. Et si on monte trop, elle aura du mal à nous sentir, par exemple. Donc, on se dit sur un plan intermédiaire, dès qu'elle pense à moi, hop, ça y est, sans ma présence, c'est plus facile. Bon. Par contre, ce qui n'est pas du tout souhaitable, ni pour vous, ni pour personne, c'est d'errer dans le bas astral, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est décédé, on se déplace à la vitesse de l'émotion, surtout dans l'astral, puisque l'astral est un plan qui n'est quasiment qu'émotionnel, en tout cas où on se dirige par l'émotion. Et il n'est pas souhaitable pour personne de se retrouver dans le bas astral, c'est-à-dire dans les parties les plus tristes, les plus denses et les plus tristes du monde invisible. D'accord ? Donc ça, il faut éviter. Donc on va en parler pour que vous vous y retrouviez pas. Et puis et ça peut arriver très souvent. Donc ça ne vous arrivera probablement pas puisque vous écoutez cette vidéo. Mais ça peut arriver par exemple quand on ne croit à rien. Si vous écoutez cette vidéo, mais vous avez vraiment de sacrés doutes et vous vous dites c'est gentil ce qu'ils disent, mais moi je suis persuadée qu'après la mort il y a rien. Eh bien vous allez vous retrouver dans l'astral. Il y a une grande chance qu'il y ait rien. Du coup, pour vous. Parce que dans l'astral, on l'a expliqué dans d'autres vidéos, mais comme je disais, c'est le monde des émotions, c'est le monde des désirs, c'est-à-dire que nos émotions créent les choses dans l'astral, et même de notre vivant d'ailleurs. Hein, on est influencé par l'astral, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, une fois qu'on est décédé et qu'on se retrouve très vite dans l'astral, puisqu'on va utiliser beaucoup notre corps astral dans un premier temps. Et là, en fait, tout ce qu'on va penser très fortement va se créer. Et si vous pensez très fortement qu'après la mort, il n'y a plus rien, eh bien, vous allez vous retrouver dans un espèce de néant que vous aurez créé. Et vous serez même peut-être sûrement plusieurs à le créer, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Et vous allez être attirés par cet endroit où il n'y a rien, parce que à la vitesse de votre émotion et de votre croyance. Et c'est ce qu'on pourrait apparenter au limbe. Vous savez, c'est un endroit où on erre et on est seul et il se passe rien, il n'y a rien. Donc ça, c'est pas très souhaitable. C'est pas sympa. Parce que ça peut durer des mois, des années, jusqu'à ce qu'à un moment vous émettiez une autre pensée. Vous dites tiens, mais si vous allez penser à autre chose, et puis vous allez voir la chose se créer, et là vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Mais bon, vous pouvez passer beaucoup de temps dans un espèce de néant avec rien, et ça peut être assez dur à vivre. Autre chose, c'est si vous pensez que vous méritez l'enfer. Et on a déjà rencontré des gens dont c'est le cas, qui disaient même de leur vivant, hein, je sais que j'ai pas été bien et je vais aller en enfer. Et on les a retrouvés dans un espèce d'enfer. On a été obligé d'aller les chercher par la peau des fesses là-bas. Ouais, c'est pas sympa. Hein. Non, c'est pas du tout sympa. Ça ressemble vraiment à l'enfer catholique qu'on décrit. Ça va dépendre de vos croyances. Hein. Si vous avez la croyance d'un autre enfer, vous allez vous retrouver dans un autre enfer parce que vous allez le créer. Et puis, vous allez surtout, par la vibration que vous émanez, vous retrouver dans un espèce d'enfer co-créé par tous les gens qui croient à l'enfer. Ça, la notion de vibration est très importante. Le néant ou le rien
a sa propre fréquence, sa propre vibration. Et du coup, à partir du moment où vous allez penser à ça, vous allez vous retrouver dans ce néant. Idem pour l'enfer, il a sa propre fréquence. Plus basse encore. Et du coup, à partir du moment où vous vous dites, de toute façon, je mérite l'enfer, j'irai en enfer, vous allez vous caler sur cette fréquence vibratoire et vous retrouver dans cet endroit souhaité d'une certaine manière. Et il y a une chose importante là, dans ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, c'est nous qui nous jugeons. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de jugement de l'autre côté, en fait. Non, ben non, tout le monde sait que la vie sur Terre, elle est vraiment difficile. Hein. Là-haut, ils le savent bien. Hein. Et du coup, une fois qu'on est mort, mais qui est-ce qui dit, ben moi, je mérite le paradis ou l'enfer ou les... Ben, c'est nous qui nous le disons. Donc, soyez tendres avec vous-même, soyez compatissants. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a parlé la dernière fois de l'importance de demander pardon. Ouais. Oui. À vos proches si vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous pourrez le voir dans la première vidéo, mais ouais. Parce que si vous vous retrouvez de l'autre côté et vous dites « Oh là là, mon Dieu, j'ai fait des trucs horribles dans ma vie, qu'est-ce que je mérite ?» Plus vous allez être dur avec vous-même et puis vous allez avoir du mal à monter vers la lumière. Puis le trajet va être long et surtout, il va passer par de la souffrance. Donc, on ne souhaite à personne. Il peut se passer autre chose aussi. Donc, le plan astral, vous savez, dans les plans énergétiques, il y a le plan éthérique qui est vraiment le plus proche de la matière, et le plan astral, c'est celui qui vient tout de suite après. Donc, c'est le plan des émotions. Mais vous savez, quand on voyage en voyage astral, on peut se déplacer aussi sur la surface de la Terre. Donc, on voit, par contre, les couleurs changent. Hein, on perçoit les couleurs de manière beaucoup plus intense. Donc, il y a quand même déjà une différence. On n'est plus vraiment sur Terre. Mais on peut aussi se retrouver plongé vraiment dans l'imaginaire de l'émotion. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais c'était très intéressant déjà. Super. On a aimé. En tout cas, il peut se passer une chose, c'est que quelqu'un qui n'a aucune idée préconçue sur la mort peut se dire, mais en fait, je suis toujours en vie. Ah oui, tout à fait. Et oui. Ça peut un peu poser problème. Mais oui, je peux me déplacer, je vais où je veux, je parle aux gens, mais... ils ne me répondent pas. Ils sont un peu bizarres. Ils ont un problème. Mais du coup, la personne se dit, je suis là, écoutez-moi, je suis toujours en vie. Et du coup, pour elle s'attendait à rien après la mort, et elle est toujours en vie après la mort. Donc, si elle est en vie après la mort, elle a toujours une conscience. Elle se dit, je suis pas mort. Ça me fait penser au film Sixième Sens. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, avec Bruce Willis. Moi, il m'a marqué. Je l'ai vu quand j'étais gamine, mais il m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et puis, c'est un film où il n'est pas en débardeur taché de sang. Non, pour une fois. Bon, allez, soyons sérieux. Oui, donc ça, c'est important. C'est vrai que tous ceux qui vont croire qu'il n'y a plus rien après la mort, sachant qu'ils ont l'impression d'être toujours vivants, ils pensent qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une conscience, donc ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Je résume. Ouais. Oui, c'est très juste. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, ils ne vont pas du tout chercher à s'élever, à monter vers la lumière, mais à être perçus par leurs proches, à interagir avec eux, ils vont continuer même à faire les mêmes choses que d'habitude, à aller au boulot, voilà, et ils vont faire tout ça pendant des années, des années, des années. Se promener dans leur maison, vous allez avoir des maisons hantées comme ça. Et puis, en fait, il reste une dernière possibilité, donc qui peut vous empêcher une personne de monter, c'est quand elle veut rester près de ses proches. Donc, soit... Ça, c'est la plus courante. Hein. Ouais, c'est la plus courante. Soit qu'elle veuille rester très proche d'eux pour continuer à leur parler, à veiller sur eux, soit qu'elle veuille... elle a des informations à leur transmettre qu'elle n'a pas transmises de son vivant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Ils ont un message à faire passer parce que ils n'ont pas pris le temps de dire ce qu'ils avaient à dire avant de partir et ça leur reste sur le cœur et ils ne peuvent pas partir avec ça. On voit ça avec les secrets de famille, avec les pardons qui n'ont pas été faits. Ça arrive. Hein. Donc, des fois, ils vont chercher à contacter, justement, on l'a vu tout à l'heure, des gens un petit peu plus médiums ou qui ont un peu plus de capacités pour essayer de transmettre ce genre de message. En général, en fait, ce qu'ils ont à transmettre n'est pas très important. Ils ont juste besoin qu'on leur pardonne de n'avoir rien dit ou de mal qu'ils ont fait et ça suffit pour qu'ils puissent monter. Voilà, il n'y a pas besoin d'entendre forcément le message, de savoir exactement c'était quoi ce secret de famille. Il suffit juste de dire à la personne « T'inquiète, tout va bien, tu peux monter. »
Alors, la bonne nouvelle, c'est que on peut accompagner donc quelqu'un. On peut se mettre en relation avec si par exemple vous avez un proche qui est décédé, vous ne vous y attendiez pas, du coup vous ne vous êtes pas préparé, vous n'êtes pas allé le voir ou la voir, eh bien une fois qu'elle est décédée, en fait cette personne, ça n'est pas trop tard pour communiquer avec elle. On n'est pas obligé d'être hyper entraîné, et d'être capable d'avoir un dialogue avec cette personne. En fait, il faut savoir que, Tiffany, tu dis des fois, l'amour dure toujours. Oui, le lien est toujours présent, en fait. Le lien est toujours présent et effectivement, l'amour perdure de l'autre côté. D'ailleurs, alors moi, quand je contacte des défunts, c'est toujours les mêmes messages que j'entends. Et ils me disent toujours ça. Dis-lui que je suis toujours vivante, que je l'aime toujours, je suis toujours sa mère, je suis toujours son père, je suis toujours son mari, sa femme. Et simplement, l'amour change de forme parce que la personne change de forme. Mais l'amour, le lien est toujours là. D'accord ? Et du coup, ce lien, c'est ce qui vous relie à la personne qui est partie. Donc, simplement, en pensant à elle, eh bien, vous pouvez la ressentir, vous pouvez ressentir sa présence. Donc, ça peut paraître théorique quand on en parle, mais quand on l'expérimente, on sent la personne. En fait, c'est comme si on se sentait enveloppé. C'est une émotion qui va s'emparer de nous. C'est pas l'émotion qu'on a quand on se remémore un souvenir, la nostalgie. On a une vraie émotion qui rentre dans tout notre corps. Et ça, c'est notre proche qui se manifeste. Et en fait, à travers ce lien qui perdure au-delà de la mort, quoi, et dans la vie de l'autre côté, eh bien, vous pouvez vous enquérir de l'état de la personne. C'est-à-dire, vous allez sentir si elle se sent bien ou si elle se sent mal. En fait, finalement, c'est ça le plus important. C'est est-ce qu'elle est heureuse de l'autre côté ou est-ce qu'elle se sent mal de l'autre côté? Et si elle se sent mal, il faut intervenir pour l'accompagner, soit par vous-même, soit en faisant appel à quelqu'un d'autre. Mais si elle se sent bien, au moins déjà, vous pouvez être rassuré, vous pouvez profiter de sa présence. Et elle peut profiter de la vôtre comme ça, en toute conscience. Donc, en fait, ce que Nicolas est en train de vous introduire là, c'est comment accompagner quelqu'un qui est décédé, d'accord ? C'est un peu la deuxième partie de cette conférence. Ouais. Et vous dire que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pouvez croire, puisque le lien de cœur va faire que vous allez vous mettre naturellement sur sa fréquence. Donc, tout ce on peut se préparer à ça, hein, tout le travail sur les états modifiés de conscience va vous aider pour faire les choses de manière presque automatique, instantanée, à vous mettre sur la fréquence de la personne. Mais sachez que même si vous n'avez pas fait ce travail-là, le fait d'aimer profondément quelqu'un et de vouloir communiquer avec lui va vous amener sur sa fréquence vibratoire. Donc, vous pouvez communiquer avec elle. Ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas de réponse, parce que souvent, on se dit à tort qu'on n'entend pas de réponse parce que ça se mêle avec nos pensées. Mais la personne, en tout cas, vous entend, puisque de l'autre côté, c'est la télépathie qui règne en maître. Donc, tout ce que vous dites, que vous pensez fortement ou que vous dites à voix haute, la personne ne l'entend. D'accord ? Donc, vous pouvez communiquer avec elle. Et si vous écoutez vos pensées, vous verrez qu'elle vous répond. Mais ça, c'est plus compliqué de faire la différence entre nos propres pensées et les pensées d'un proche qui communique avec nous. En tout cas, voilà, ça c'est le truc de base, c'est savoir que vous pouvez communiquer. Et maintenant, on va voir comment il faut interagir avec elle pour aider quelqu'un qui vient de décéder. Alors, le prérequis, ça va vraiment être de vous mettre dans le cœur, dans un bel état émotionnel. Parce que quand on vient de perdre un proche, on est dans la souffrance et c'est normal. On vient de perdre quelqu'un qui nous a accompagnés toute notre vie. Donc, on est dans la tristesse. Et en fait, il faut être capable de faire l'effort de se mettre dans le cœur, c'est-à-dire dans une belle émotion. La joie, la gratitude, l'amour, c'est peut-être le plus facile quand on vient de perdre quelqu'un. Et c'est très important de le faire parce que si vous restez dans votre tristesse, dans votre souffrance, en fait, vous n'allez pas... Vous savez, tout à l'heure, on parlait du bas astral. Ben, c'est comme si vous vous enfermiez dans cet état émotionnel. Et du coup, vous ne pouvez pas vous ouvrir au-delà de de ce bas astral ou de son équivalence, en fait, dans vos émotions à vous. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne suis pas sûre. Non. Hein.
Faudrait que je fasse un schéma. En tout cas, c'est important de vous mettre dans le cœur, de vous mettre dans un bel état émotionnel si vous voulez réussir à joindre votre proche qui est parti. Voilà. Et puis surtout, ça va être si la personne que vous allez accompagner n'est pas du tout renseignée sur la mort, si vous n'avez pas pu la préparer, comme on l'a vu la dernière fois, c'est pas toujours possible selon ses convictions. De l'autre côté, elle va être perdue, elle va avoir besoin d'aide. Et si vous êtes dans la tristesse d'avoir perdu ce proche, vous n'allez pas du tout l'aider. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui pleure et vous pleurez avec lui. Donc ça va pas le rassurer, ça va pas l'aider. Donc c'est normal d'avoir une certaine compassion, mais il faut que vous soyez dans un bel état pour qu'elle puisse vous écouter. D'abord, rentrer en connexion avec quelqu'un qui est sûr de lui, qui est dans l'amour, qui est dans l'accueil. Tout de suite, la personne décédée, si elle est en panique, elle va s'accrocher à cette bouée de sauvetage qui sera vous. Ça, ce sera son phare. Elle verra de la lumière au loin, elle se dira oh, « super, il y a quelqu'un qui est là pour me sauver ». Donc, soyez rayonnant et lumineux, dans la mesure du possible, évidemment, mais au moins, mettez un germe de ce quelque chose de lumineux à l'intérieur de vous pour que cette personne puisse vous voir et communiquer avec vous. Mettez votre peine entre parenthèses le temps de cette connexion, en tout cas. Vous savez, c'est une retrouvaille que vous allez faire. Donc, réjouissez-vous. Donc, la première chose, ça va être, une fois que vous avez fait ça, donc vous souhaitez être en relation avec elle, vous posez cette intention, vous pensez à elle, vous vous mettez dans l'amour et vous allez commencer à communiquer avec elle. Et la première chose à lui dire, c'est lui dire qu'elle est décédée, d'accord ? Puisqu'on a vu, ça pouvait être vraiment quelque chose qui fait que la personne tourne en rond dans un truc pendant longtemps, pendant des années, et des fois, et c'est vraiment pas drôle. Donc vous allez lui expliquer qu'elle est décédée, et lui expliquer que même si elle garde une conscience, même si elle a conscience d'être toujours en vie, son corps physique n'est plus là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus les pleureuses qu'il y avait dans la tradition catholique. En tout cas, je ne connais pas toutes les religions bien, mais qui assuraient à la personne qu'elle était décédée. Et on n'a plus des signes aussi forts. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que les cérémonies sont importantes. Elles sont importantes pour les personnes qui perdent un proche, mais elles sont importantes aussi pour signaler aux proches que il s'est passé quelque chose. C'est ça, ça ritualise, vraiment, c'est très très important. On n'a plus suffisamment de rituels maintenant dans notre vie actuelle et c'est bien dommage, mais les cérémonies, qu'on soit croyant ou non, sont quand même importantes, au moins pour assurer le passage, pour rassurer aussi la personne, lui faire comprendre qu'elle est bien décédée et puis pour les proches, assurer cette transformation, voilà, ce changement, leur permettre aussi de se rendre compte des choses aussi. Ouais. Moi, vraiment, je vous incite fortement à faire une cérémonie lors du décès de quelqu'un. Elle peut être dans votre religion, même si vous n'y croyez pas beaucoup. Mais au moins, il y a des rites, il y a déjà quelque chose de fait qui existe et qui n'est pas basé sur rien quand même. Hein. Il y a des vraies raisons de faire c'est des rituels, hein, de faire ces rituels. Et si vraiment, si vous êtes trop en désaccord avec la religion dans laquelle vous avez été élevé et puis les autres, hein, à ce moment-là, faites autre chose, mais faites quelque chose. Ouais, parce que pour les proches, pour que tout le monde se retrouve, pour que tout le monde puisse pleurer, c'est important de pleurer et de se rendre compte que la personne est décédée aussi, pour pouvoir faire son propre deuil, et pour la personne qui est passée de l'autre côté, pour qu'elle se rende compte qu'elle est vraiment décédée. Donc tout ça, c'est important. Ah, tu vois, même en Afrique, Frédéric qui nous partage, en Afrique aussi, les pleureuses sont impressionnantes. C'est quelque chose c'est un vrai rôle, hein, vraiment là pour le coup, être pleureuse, c'est une vocation. Au Vietnam, c'est différent. Donc moi, j'ai assisté à des enterrements au Vietnam et là-bas, on met le cercueil dans la maison. Tous les amis se réunissent. Alors, ils ont interdiction de pleurer. Ah, ils rigolent, non ? Ils doivent faire la fête, ils doivent raconter que des histoires, des anecdotes marrantes sur le ou la défunte. Et dans la pièce où on a mis le cercueil, on met tous les enfants. Ah oui, comme ça, il y a la vie. Et tous les enfants jouent autour du cercueil, voilà. C'est ça. Donc, c'est étrange, mais c'est aussi une autre manière de faire. En tout cas, la personne qui est décédée, voilà, si c'est fait dans sa religion, elle sait que ça veut dire ça. Ouais. D'accord, elle sait que, bon, ben voilà, c'est OK, c'est la fin.
C'est une façon de faire passer le message. Donc, on a dit, vous lui dites qu'elle est bien décédée. Et puis, il faut que vous essayiez de vous assurer qu'elle a bien vu son proche décédé qui est venu la chercher, comme on a vu tout à l'heure, ou un guide de lumière qui est venu la chercher. Et si elle l'a pas vu, il faut essayer de... Elle peut ne pas le voir si elle est vraiment trop basse, hein, si elle est vraiment trop inquiète, trop triste ou trop inquiète. Et il faut l'aider à ce moment-là à remonter son taux vibratoire en étant, comme on a dit tout à l'heure, dans l'amour. Elle va se caler sur vous et elle va remonter aussi dans l'amour. Parce que le lien d'amour que vous avez entre vous fait qu'elle va se caler sur vous. Et votre taux vibratoire va faire qu'elle va sortir de sa peur ou de sa tristesse et elle va remonter son taux vibratoire. Elle va pouvoir sortir de l'astral inférieur. Voilà. Et là, elle pourra voir la personne qui est venue la chercher. D'accord, la personne qui n'est plus en vie, comme on a dit tout à l'heure, le proche qui vient la chercher, ou le guide de lumière. Donc là, vous lui dites bien, vous lui dites, attends, regarde autour de toi maintenant qu'on s'est retrouvés, maintenant qu'on est dans le cœur, est-ce que tu as regardé autour de toi, est-ce que tu as vu un guide, une lumière qui t'est apparue, un proche qui t'est apparu, et là, elle va commencer à rechercher, elle va savoir quoi rechercher. Et vous pouvez aussi, en même temps, si vous êtes un petit peu à l'aise avec ça, voir ce guide, c'est-à-dire dire il est où ce guide, et puis comme vous êtes plus dans l'amour peut-être que la personne que vous accompagnez, vous allez le voir facilement et vous pouvez un peu lui montrer, faire la jonction entre les deux personnes. D'accord, ça peut, voilà, c'est un peu plus poussé. Après, ça va voilà, à partir de ce moment-là, ça va dépendre en fait de si vous avez développé vos perceptions extrasensorielles ou pas. Voilà, mais déjà, si vous pouvez faire cette étape-là, déjà c'est bien. Oui, l'étape précédente déjà, c'est énorme. Vous aurez fait l'essentiel. Après, voilà, ça c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus subtil, mais c'est vrai que des fois on peut avoir besoin, si on peut pas le faire soi-même, que quelqu'un fasse ça. Mais ça peut être important que on mette la personne décédée et son guide en relation. Ok. Alors après, on a vu que ce qui pouvait vraiment la retenir, c'est ses proches. Alors parfois c'est bien que la personne prenne le temps de monter, parfois c'est pas utile. C'est-à-dire que si par exemple vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez des affinités sur le monde invisible, que vous avez déjà étudié un petit peu les états modifiés de conscience ou la méditation, des choses comme ça. Et vous êtes à ce moment-là en capacité peut-être d'aller retrouver les personnes qui sont décédées, même quand elles sont passées dans la lumière. Et si c'est votre cas, vous pouvez dire à la personne, à votre proche qui vient de décéder, que vous pourrez la retrouver là-haut et qu'elle peut monter directement parce que vous saurez la retrouver. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui marche quand c'est quelqu'un que vous aimez profondément, enfin c'est vraiment quelqu'un de votre famille très très proche. Parce que la personne qui est décédée va être retenue par les gens qu'elle aime le plus, ses enfants. Souvent, c'est ses enfants, son conjoint. Donc, elle a besoin de savoir que si elle monte, ces personnes-là peuvent la retrouver. Sont en capacité de le faire. Donc, ça veut dire que vous devez bien vous entraîner et être capable d'aller monter sur le plan de l'entre-deux-vie. Nous, on rend visite à notre mère régulièrement. Là, on n'y est pas allé. Moi, je ne suis pas allé depuis longtemps puisqu'elle était très bien. Mais c'est très important. En tout cas, elle part en toute sérénité, du coup. Voilà. Après, c'est pas une obligation, mais voilà, ça peut l'aider à monter vite et passer à autre chose. Maintenant, il faut respecter son temps de transition. Et la seule chose importante, finalement, c'est de pas laisser quelqu'un décédé ou vivant dans la souffrance. Donc, le plus important, c'est de la sortir s'il y a besoin du marasme dans lequel elle est. Mais si vous la contactez et que vous sentez qu'elle est bien, c'est-à-dire quand je dis la contacter, quand vous pensez à cette personne et que vous mettez un peu en fusion avec elle, vous sentez qu'elle va bien, eh bien, finalement, tout va bien, elle peut prendre le temps qu'elle veut pour monter dans ce fameux tunnel. Et là, n'oubliez pas, de l'autre côté aussi, on a besoin de faire notre deuil. Oui. Donc, il n'y a pas que sur Terre où on pleure nos morts, il y a les morts qui pleurent les vivants. Donc, respectez ça et ne cherchez vraiment pas à la faire monter dans la lumière à tout prix. Non. Simplement, ce que vient de dire Tiffaine, si vous sentez qu'elle est bien, eh bien, laissez-la tranquille. Si vous sentez qu'elle ne va pas bien, eh bien, à ce moment-là, il faut l'accompagner et voir avec elle si elle a envie de monter directement jusqu'en haut ou si elle préfère se stabiliser sur une strate intermédiaire, voilà, où elle va
toujours être en mesure d'être ressenti par ses proches. En tout cas, c'est vrai que c'est essentiel de respecter son rythme et son choix, parce que comme on vous l'a déjà dit, il y a le libre arbitre aussi de l'autre côté, et du coup, c'est vraiment très très important d'écouter quel est son choix et de ne pas aller plus vite que la musique. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on fait, en fait, c'est quand on va voir comme ça un défunt, on le rencontre. S'il n'est pas très, très bien, on dialogue avec, hein, et on lui propose ensuite d'aller voir comment c'est plus haut. Parce qu'ils ne savent pas, en fait, ils se stabilisent souvent à un endroit sans savoir ce qu'il y a plus haut. Et on leur dit, non, mais vous pouvez venir voir comment c'est au niveau sur les plans spirituels, au niveau du royaume de l'entre-deux-vies. Vous pouvez simplement y aller avec nous pour voir le chemin. Et ensuite, vous faites votre choix. Soit vous décidez d'entrer carrément dedans, soit vous décidez de revenir vous stabiliser à un plan un petit peu plus bas pour rester joignable près de vos proches, mais au moins vous connaissez le chemin. Et du coup, on respecte ainsi sa décision. Oui, une autre façon de faire, ça peut être de rester à son niveau où elle est bien. Enfin, il faut quand même qu'elle soit dans un état où elle est bien et s'assurer qu'elle a vu un petit peu, je disais, la lumière au bout du tunnel, la porte de sortie aussi. Lui dire, tu sais où tu dois aller après parce que c'est là, regarde. Et vous demandez à vous caler sur cette fameuse, ce plan de l'entrevue de vie, cette lumière au bout du tunnel, si c'est quelque chose que vous savez faire. Et vous lui montrez, c'est un peu comme si vous lui montriez du doigt la porte de sortie. Et donc, vous pouvez la laisser en étant complètement rassuré. Donc là, c'est des méthodes un petit peu avancées qu'on vous donne, qui demandent un petit peu de travail, d'état modifié de conscience, d'avoir été un peu expérimenté les choses de l'autre côté. Si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez bien sûr faire appel à un bon médium, et il y en a des très bons, et ils vont vous aider à faire ça. Ou un archange. Oui, ou un archange, tout à fait. On peut demander, si vous n'êtes pas entraîné, vous sentez que votre proche ne se sent pas très bien, faites une prière à un archange, notamment à Saint-Michel, parce qu'il est psychopompe. Psychopompe, c'est un gros mot qui veut dire qu'en fait, il a dans ses spécialités le fait d'aider les âmes à transiter. Donc, soyez dans un bel état émotionnel, pareil. Si vous contactez un archange, il va falloir que vous vous éleviez un petit peu. Donc, il faut au moins avoir une émotion très pure installée en vous. De l'amour, ça serait parfait. Et à ce moment-là, demandez à l'archange de venir pour votre proche, s'il ne se sent pas très bien. Et là, vous allez sentir la transformation. Vous allez sentir l'émotion de votre proche qui va changer à partir du moment où l'archange va être en contact avec. Mais il faut un petit peu les mettre en relation. C'est-à-dire, on a le même problème que tout à l'heure. Si la personne, elle est vraiment pas bien, elle le verra pas. La vibration de l'archange va être trop élevée pour lui. Donc, c'est un peu faut que vous serviez de pont. Voilà. C'est un peu votre boulot quand vous voulez aider, en tout cas, quelqu'un qui est décédé et qui n'est pas bien. Le travail, c'est de faire la jonction entre ces deux êtres pour que la personne puisse monter et enfin être bien. Ok. Et c'est là où, si vraiment vous n'y arrivez pas, faites appel à quelqu'un pour le faire. Ok. Je crois qu'on a à peu près tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. On peut répondre à des questions si vous en avez. S'il y en a. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions de la vidéo précédente. On a répondu par écrit, je crois, sur YouTube. Oui, je pense qu'on a répondu à tout. D'accord, il n'y a rien à spécifier. Non. D'accord, donc si vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir des détails sur quelque chose, n'hésitez pas, mettez-nous vos commentaires tout de suite et on va prendre le temps d'y répondre. Moi, je voulais dire quelque chose sur les maisons hantées, mais je ne savais plus quoi. Comment désanter une maison? Oui, c'était ça. Voilà. Ah, c'est ça. C'était ça. Bon, c'est très facile. Oui, c'est pas si compliqué que ça. Donc les maisons hantées, les fantômes, ce que vous appelez, en attendant que vous écriviez vos questions, s'il y en a. S'il y en a, oui, s'il y en a pas, on va pas vous forcer. On va vous laisser aller manger. Tous aller manger, ça sera très bien. Oui, en fait, ce qu'on appelle les fantômes, on peut dire qu'est-ce qu'on appelle les fantômes, c'est en fait des personnes décédées qui n'arrivent pas à trouver la porte de sortie, d'accord, qui tournent un petit peu en rond dans leur maison ou pas forcément dans leur maison. Des fois, ils peuvent être attirés, par exemple, on a eu le cas d'une dame qui était attirée par une maison qui ressemblait à la sienne, puisque la sienne avait été détruite. Donc, elle hantait une autre maison. Et pourquoi elle la hante, pourquoi on dit maison hantée? C'est parce que tout d'un coup, il y a des arrivants qui s'installent dans votre maison. D'accord? Vous êtes décédé, mais vous ne savez pas que vous êtes décédé. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui prennent possession des lieux. Donc, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font chez moi, ces gens-là? Donc, vous allez essayer de les mettre dehors.
Et vous allez essayer de leur dire cassez-vous, et si ça marche pas, de leur faire peur. C'est ça, une maison hantée, tout simplement. Hein. C'est tout simplement ça. Et donc, c'est pas si compliqué de déhanter une maison. Il suffit simplement de se mettre en contact avec la personne qui est décédée, de lui expliquer qu'elle est décédée. Et ce qui marche le mieux, c'est ce que Nicolas proposait tout à l'heure, c'est de lui dire, écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un endroit où c'est super, vous allez être super bien. Et comme la personne, souvent, elle est un petit peu réticente, et puis souvent, ils sont un petit peu dans les maisons, les gens qui hantent les maisons, ils sont souvent pas très sympathiques. Un peu irascibles. Un peu Tati Daniel. Voilà. Vous vous dites, si tu veux, je vous propose de vous montrer, et si ça vous plaît pas, je vous ramène ici. Et en général, ils se font tous savoir, parce qu'une fois qu'ils sont montés dans l'amour magnifique de ce plan de l'entre-deux-vie, ils n'ont pas envie de redescendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer un fantôme dans la lumière. Tout à fait. Bon. Et comme il n'y a pas de questions, je crois qu'on va vous laisser. Ouais. En tout cas, sachez que donc cette vidéo, c'est le 2e volet de notre triptyque sur la mort. La trilogie, tout à fait. On vous réserve le 3e volet pour le 23, je crois, juillet. C'est un vendredi, en tout cas. Donc, oui, parce que l'aventure continue. Oui. Si vous croyez que vous allez simplement vous tourner les pouces et vous reposer et boire de l'ambroisie avec vos proches une fois au paradis. Et détrompez-vous. Il y a une autre vie là-haut. Il y a une autre vie, et on va parler de tout ce que vous allez faire une fois que vous serez décédé. Vous n'allez pas que vous tourner les pouces. Ah non, ça va être la grande fête. Ah, il y a Françoise qui nous a demandé comment aider une personne qui est atteinte d'un Alzheimer et qui ne sait pas où elle est. Alors, qui ne sait pas où elle est une fois qu'elle est décédée. Ou actuellement. Ou actuellement quand elle est vivante. C'est ça qu'on ne sait pas très bien dans ta question. Alors, j'ai envie de te dire, c'est pas très important dans le sens où quand tu communiques avec une personne atteinte d'un Alzheimer, tu te mets déjà sur sa fréquence pour pouvoir capter son attention. Parce que sinon, si tu lui parles de conscient à conscient, elle est déjà un pied quelque part. Donc, ça ne circule pas. L'information ne circule pas. Par contre, à partir du moment où tu te mets dans le cœur, parce que c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle connexion, à partir du moment où tu te mets dans le cœur et que tu te cales sur sa fréquence, là où elle se trouve, tu peux communiquer avec elle et du coup la préparer à ce qui va se passer après. D'accord ? À un certain niveau, de toute façon, elle va comprendre et du coup, quand le moment arrivera, elle se sentira bien, elle sera rassurée et elle saura aussi qu'elle peut te contacter pour avoir plus d'informations. Alors moi, j'étais en train de me dire que je crois que moi, j'ai jamais contacté de personnes décédées qui avaient Alzheimer. J'imagine qu'il doit y avoir toujours de la confusion dans son esprit. Et pour les gens qui connaissent... Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la confusion dans son esprit. Je ne sais pas. Je pose la question, ce n'est pas du tout ce que je sens. Je te dis ça parce que mon arrière-grand-mère avait... alors, elle n'a pas été diagnostiquée Alzheimer, mais c'était une suspicion démence sénile, ce genre de choses. Et une fois qu'elle est passée de l'autre côté, il n'y avait plus justement cet état confus. C'est un peu comme si... le mot qui me vient, c'est une mort lente. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose comme ça. Elle avait déjà un pied de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est juste que c'était le temps que le corps lâche. Ouais. Alors, moi, je vais le dire autrement. C'était son expérience à elle. Après. Je vais le dire autrement, mais je pense exactement comme Laureline. C'est-à-dire que ce qui se passe très clairement, c'est qu'une personne qui a Alzheimer est en fait en vie. C'est-à-dire qu'elle a un corps physique, elle a une vie matérielle, mais qu'elle est déjà passée à autre chose. Elle a déjà un pied de l'autre côté. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'elle ne peut plus vraiment gérer sa vie matérielle, d'accord ? Parce qu'elle est déjà sur une autre fréquence, un peu comme certains autistes, d'accord ? Ils sont sur une fréquence qui n'est pas celle de la conscience ordinaire. Et du coup, leur matériel est compliqué à gérer parce que c'est comme si vous essayez de méditer, d'être dans un état extatique et puis en même temps de faire la cuisine.
Vous voyez, ça peut devenir très, très compliqué. Donc, il y a une espèce de dissociation comme ça qui se passe entre leur corps physique, la vie matérielle de tous les jours, et puis eux, où est-ce qu'ils ont envie d'être? Et ils ont envie de ne pas être là. Les Alzheimer, c'est ça souvent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ils ont déjà envie d'être partis, ou ils ont envie, en tout cas, d'échapper à certains problèmes, certaines responsabilités, voilà, des choses qui sont très lourdes pour eux. Donc, ils font une échappée sur une autre fréquence vibratoire. Et ils n'arrivent pas, du coup, à gérer bien leur quotidien. Mais ils vont bien, hein, ils vont pas forcément mal. Et ils sont un peu dans leur monde, tout simplement. Et une fois que le décès est arrivé, en réalité, ils sont libérés des entraves du matériel qui, finalement, leur pesait. Et du coup, il n'y a plus cette dissociation entre je suis en même temps dans la matière et je suis en même temps ailleurs. Ils sont complètement ailleurs. Et du coup, il n'y a pas cette confusion. Moi, quand je me cale, je ne vois pas cette confusion. Je me demande. Donc, en fait, tu peux traiter ta personne qui a un Alzheimer, en tout cas, une fois qu'elle est décédée, tu peux appliquer exactement ce qu'on a vu là. Ce qui sera plus compliqué pour toi, c'est Françoise qui a posé la question. Françoise, ce qui sera plus compliqué pour toi, Françoise, ça sera la préparation qu'on peut faire avec quelqu'un qui est vivant et qui est encore conscient. La préparation qu'on a vue sur la vidéo d'avant. D'accord? Mais tout ce qu'on a vu sur cette vidéo ici, tu vas pouvoir l'appliquer avec elle. Ok, et je dirais même plus, elle a pris de l'avance. Oui, c'est ça. La personne qui a fait Alzheimer est déjà montée sur elle est déjà à la moitié du tunnel, tu vois. La seule finalement difficulté entre guillemets, c'est que c'est à toi de faire l'effort de monter sur sa fréquence pour que ton discours, tes informations puissent avoir la portée voulue, parce que sinon effectivement tu parles à des personnes, il n'y a pas de répondant en face de toi, quoi. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'est-à-dire on a dit mettez-vous dans le cœur, pensez à la personne, et par l'amour que vous avez et le désir de fusion que vous allez avoir, vous allez vous mettre sur sa fréquence. C'est vrai qu'une personne qui vient juste de décéder, elle est sur votre fréquence presque, elle est encore là. Palpable. Alors que votre Alzheimer, de son vivant ou de son décès, il va falloir monter à sa fréquence qui va être beaucoup plus haute. Et si, j'ajoute un petit truc, si tu veux, si tu poses cette question, c'est que tu as dans ton entourage quelqu'un qui a Alzheimer, je suppose, et que tu as envie de parler avec cette personne et qu'elle est toujours vivante, là on ne sait pas trop bien si elle est morte ou pas, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de chances de pouvoir communiquer avec elle si déjà tu fais ce travail de te mettre sur sa fréquence à elle. Là, je rebondis là-dessus pour répondre à Frédéric qui a dit « Que peut-on faire pour les autistes ?» C'est la même chose. La même chose. Ils sont sur une certaine fréquence. Donc, pour communiquer avec eux, mets-toi sur leur fréquence. C'est-à-dire, pour vous mettre sur leur fréquence, fusionner un peu avec eux. Vous savez, cette imbrication énergétique là. Et vous allez sentir si vous font monter ou pas. Si vous êtes habitué à travailler sur les états modifiés de conscience, si vous avez fait des formations avec nous, par exemple, vous allez sentir si vous montez. Et si vous montez jusqu'à leur niveau. Jusqu'à ce que ça vous arrête quelque part. Vous dites, oh, tiens, ça doit être bien, moi, je me sens, c'est là. C'est comme vous voulez parler avec un étranger. Quand vous parlez avec un autiste, vous voulez parler avec un étranger, mais vous voulez que ce soit lui qui parle votre langue. Alors que c'est à vous, quelque part, d'aller parler leur langue. Donc, mettez-vous à leur fréquence. Faites cet effort-là, puisque eux ne sont pas capables de le faire. Et donc, on en a déjà parlé, il me semble, dans une vidéo précédente, mais nous, on a expérimenté ça avec notre père qui a Alzheimer. Et je dis oui, c'est pas mon père, mais oui. Non, le père de Tiffaine et moi. Et du coup, effectivement, ça fonctionne. Donc, ne vous attendez pas à avoir un dialogue construit, mais vous allez avoir des interactions. La personne va se mettre à réagir. Elle va vous écouter. Ouais. Et puis, elle va vous regarder. Enfin, voilà. Par exemple, vous lui parlez, vous dites hey, « ça va, comment tu vas ?» Et elle ne vous répond pas, elle est dans son monde et tout ça. Tout d'un coup, vous mettez sur sa fréquence et là, vous lui dites « alors, comment tu vas aujourd'hui ?» Et là, la personne, elle vous entend, elle vous regarde et elle va essayer de communiquer. Ouais. Donc, elle communiquera en fonction de ses possibilités. Mais vous allez avoir une interaction beaucoup plus grande et une compréhension beaucoup plus grande comme ça. Mais c'était des très bonnes questions, très intéressantes. Merci de les avoir posées. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? On a répondu à toutes les questions? Ok. Ah, non, il y en a une autre qui vient d'arriver.
Je m'en manquais une bonne partie de la conférence, mais j'ai trouvé ça très avec plaisir. La conférence sera mise en replay, donc comme ça, tu pourras regarder ce qui te manque. Mais effectivement, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous pour vos questions et puis pour votre participation. Et puis, on vous attend pour la prochaine conférence qui aura lieu le 23 juillet. Donc, si jamais vous avez, donc ça sera sur le plan de l'entre-deux-vie, ce qui se passe, ce qu'on y fait, ce qu'on y voit. C'est ça, on vous fera une visite guidée de l'entre-deux-vie. De ce que nous, on a vu, hein, ça ne veut pas dire qu'on a tout vu, mais on a vu quelques gros morceaux, on va dire. Et donc, si vous souhaitez participer, poser des questions, eh bien, à ce moment-là, assistez en direct à notre conférence. Et parce qu'après, sur les replays, on répond de manière beaucoup plus succincte. Quand il y a une question décrite, on ne va pas développer 5 minutes, on répond en une phrase. Voilà. Bon. Eh bien, ceci étant dit, nous vous souhaitons un très bon appétit. Une très belle soirée. Et puis, on se donne rendez-vous, du coup, pour la fin de juillet, là. Voilà. N'hésitez pas, vous verrez sur Facebook, je vous enverrai toutes les informations, les liens. Ce sera encore le même principe par WizEvent. Ce sera toujours gratuit. C'est simplement pour nous, ça sécurise la connexion, ça sécurise le lien. Voilà, parce qu'on s'est fait un petit peu pirater la dernière fois. Donc, des mauvaises surprises. Donc, si vous... Bon, là, c'est pas le cas, mais pour ceux qui regarderont l'émission en replay sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait qu'il y a plus de visibilité et il se trouve, pourquoi je le demande sur cette vidéo en particulier, c'est parce que les guides nous demandent à ce que cette vidéo soit diffusée, que cette vidéo et la précédente sont très importantes, enfin, la trilogie va être très importante. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur de la mort, qui savent pas quoi faire, que ça angoisse et puis finalement que ça empêche de vivre et ce message a besoin d'être diffusé. Donc n'hésitez pas à la partager, à mettre juste un petit like, un petit pouce, à mettre un petit commentaire ou simplement un petit merci ou que ça vous a plu, c'est aussi pour nous encourager. On le fait gratuitement et on le fait avec cœur, mais c'est vrai que quand on sait que ça vous fait plaisir, eh bien que ça vous aide, ça nous donne la pêche de continuer. Et puis voilà, c'est ça. Et puis ça nous donne envie d'aller aussi plus loin et de vous apporter encore plus d'informations qu'on peut recevoir. Et toutes les questions sont intéressantes et si elles ne sont pas traitées au moment de la vidéo, elles peuvent inspirer d'autres vidéos. Tout à fait. Voilà. On vous souhaite une très très belle soirée. Encore merci pour vos questions et puis pour vos partages. Et puis on vous dit à très bientôt du coup. À très bientôt. Au revoir. Le fils d'Émilie.